Salut à tous, épisode 9 avec Astana. On va poursuivre ici le Tour de France, dont je vous ai proposé la première partie à l'épisode précédent. Un Tour de France qui tient plutôt toutes ses promesses, avec de grandes stars, comme Wout van Aert par exemple, qui démarre très très fort en s'imposant sur les 2 premières étapes en Italie, avec évidemment encore une vraie star, Philipsen, qui s'impose sur le premier réel sprint massif de l'étape 3, avec un petit coquin nommé Lutsenko, qui dans la descente du Galibier vers Valloire arrive à s'imposer et prendre le maillot jaune, avec Philipsen qui sur l'étape 5 règle encore, mais avec moins de marge, tout le monde au sprint, Groenewegen qui prend l'étape 6. Ensuite, une étape contre la montre, où Pogačar s'impose, mais Wout van Aert est dans le même temps, ce qui lui permet de reprendre le maillot jaune à Lutsenko qui limite la casse. À l'étape 8, encore un sprint, celui-ci est pour Jonathan Milan. Et puis à l'étape 9, ça a commencé à dérailler. Pogačar qui crève, aïe 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 aïe, et tout le monde qui roule évidemment pour... Allez, une 3e victoire de Wout van Aert sur ce Tour de France. Étape 10 en revanche, pour l'échappée, c'est Dries Van Gestel qui s'impose. Et l'étape 11 sera aussi pour l'échappée. Wout van Aert perdra le maillot, puisqu'il a subi... il a subi tout simplement dans ces ascensions répétées. Guillaume Martin donc réglera le petit groupe d'échappés résiduels, ce qui fait qu'à ce stade-là, maillot jaune est porté pour quelques secondes par Lutsenko. Vingegaard et Pogačar ont une 30aine de secondes de retard. Normalement, on reverra difficilement Wout van Aert à l'avant, et Remco est quasiment hors jeu pour la victoire finale. À voir ce que fera Vingegaard. Ensuite, pour ce qui est des maillots annexes, le maillot à poids est sur les épaules de Velasco. Mais il y a encore tellement de points en jeu que on peut absolument rien anticiper. Le maillot vert, là il y a une vraie lutte. Philipsen, Van Aert avec Jonathan Milan peut-être comme perturbateur. On va le voir très très rapidement. Et pour ce qui est du maillot du meilleur jeune, il y a aussi une vraie lutte puisque Michael Mose et Carlos Rodriguez se tiennent en peu de secondes. En revanche, pour Remco, ce sera difficile, mais pas impossible. Allez, étape 12, sans tarder, tout de suite. Cette étape 12 est donc plutôt annoncée pour un sprinter. Après, avec ce qu'on vient de voir sur l'étape 10, à l'épisode précédent, où l'échappée l'avait emporté, après tout est jouable. Mais la lutte entre Philipsen, Van Aert et Milan doit se poursuivre selon toute logique, donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Donc c'est un jour où je m'économise, en tout cas l'essentiel de l'effectif, parce que je tente quand même le coup d'aller gratter les points de l'intermédiaire avec Ballerini, mais pour cela, faut-il pouvoir sortir. Vous voyez, j'essaie de prendre l'échappée, mais comme Ballerini était mal placé au début, c'est toujours la même histoire, hein. Après, ça demande de travailler, et la Lidl Trek, elle l'a pas entendu de cette oreille, elle veut pas qu'il y ait trop d'échappées, elle a bien raison. La Soudal Quickstep aussi, elle est prompte à réagir, et puis évidemment Alpecin de Koenig pour le compte de Philipsen, donc ça sent pas la possibilité de pouvoir s'échapper, quoi. Bon, voilà, donc j'essaye encore un peu, mais j'ai pas non plus de vraies convictions. Tiens, une chute un peu massive là sur un certain nombre de favoris. Le maillot jaune est tombé avec Roglic, avec Pogačar, avec Philipsen d'ailleurs, un des protagonistes du jour, sans conséquence. Et puis donc c'est ainsi que cette étape va se dérouler avec les 3 échappés qui avaient réussi à partir et dont le mouvement a été validé par le peloton. On retrouve encore Laurens Pitty à la manœuvre. Bon, du coup, je sprinte un peu pour l'intermédiaire. Je me dis en fait que avec les étapes de la fin de tour, où il y a quand même de sacrés enchaînements, Ballerini, je suis sûr qu'il ne sera pas hors délai.
Sur un malentendu, qu'est-ce qui peut se passer? Bon, Van Aert, il ne le sera pas non plus, hein. Mais une chute, un hors-délai, Philipsen va savoir ce qui peut se produire. Du coup, je me dis, gratte les points quand même, positionne-toi, et après on verra bien. On rentre dans le final. On va donc être essentiellement spectateur en fait, hein. On va être spectateur de ce sprint. Je cale un peu dans les roues et puis après on verra ce qu'on verra. Allez. Le positionnement des trains est toujours intéressant. Le train Trek est assez présent. Skjelmose, d'ailleurs, il perd pas mal de force. Wout van Aert est dans la roue de Jonathan Milan. Après, moi, j'ai choisi Ghana. Cette fois-ci, c'était une mauvaise idée parce qu'il va pas sprinter, mais on s'en fiche un peu. Ah oui, l'Intermarché prépare le terrain pour Girmay. Allez, victoire de Binyam Girmay, ce serait rigolo. Bon, en fait, le pauvre, il n'existe pas face au sprinter qu'on a vu s'illustrer. Hein. Il y a Merlier qui fait péniblement 4ème. Après, ça se joue à très très peu de choses. Hein. Merlier, Ackermann, Meus, Warren Skull, Tyson et Groenewegen pour les accessites, mais les 3 mêmes pour les 3 premières places. Donc, peu de suspense. En vérité, la seule chose qu'on se demande, c'est en fait quel va être l'ordre d'arrivée du tiercé, quoi. Bon, donc Jonathan Milan prend une nouvelle victoire d'étape, c'est la 2e, hein, c'est bien. Nous, on conserve le maillot, mais ça, c'était pas vraiment une question qu'on se posait sur cette étape 12. Et puis après, au niveau des classements, il y a très très peu d'évolution. Hein, pour ne pas dire aucune évolution. Les maillots, ça va se jouer, le maillot de la montagne va se jouer bientôt. Attention au retour de Jonathan Milan, il revient très très fort. Il peut peut-être piquer le vert à Philipsen dès la prochaine étape. Donc on va regarder ça. Et puis Skjelmose, qui produit de nombreux efforts, vous allez voir, ça va avoir un impact dès l'étape suivante. Dans l'étape suivante, on va avoir trop de consommation d'énergie de la part de Skjelmose et il va prendre une petite cassure. Au bout d'un moment, tout a un prix. Donc le maillot blanc va changer d'épaule. Il ira sur les épaules de Carlos Rodriguez dès la fin de l'étape 13. Et pour le reste, on reste sage parce que j'ai certaines ambitions pour l'étape 14 et l'étape 15, notamment des ambitions d'échappée. Et je voudrais garder de la fraîcheur. Et l'on voit que le final n'est absolument pas propice à ce que je crois vraiment en une échappée dont un de mes coureurs ferait partie. Donc voilà. Après, s'il n'y a personne qui y va, on peut quand même aller prendre juste quelques points, quoi. C'est comme ça que Ballerini va sortir. Qui va être son camarade pour cette fois-ci? Ils vont sortir à 2, donc c'est toléré. C'est Mathieu Burgodeau. Très bien. Mathieu Burgodeau qui contestera pas les 20 points. Et puis après, je crois qu'on a vraiment intérêt à se relever. On a intérêt à se relever. Derrière, ça sprint pour prendre des points, là encore, assez précieux. Van Aert n'a pas participé, ou alors beaucoup trop tard. Vous le voyez arriver un peu après. Donc là, par contre, ça pourrait lui coûter cher. Hein, parce que Philipsen et Jonathan Milan, les sprints, ils les font. Hein. Donc peut-être que c'est pas un objectif pour Wout van Aert. Il se retrouve là plus parce qu'il a gagné à de nombreuses reprises. Et puis il a aussi été fort en contre-la-montre. Bref, c'est Van Aert, quoi. Dans le final, les GPM n'ont aucun intérêt puisque au final, il y a plus la Lidl Trek qui a le souci de placer notre Jonathan Milan et ainsi que l'Alpecin de Koenig. Ici, c'est Axel Laurence qui coupe la ligne en premier. Lui, il est dans le placement de Philipsen. Donc voilà, ces équipes-là commencent à avancer leurs pions. On a une petite descente qui permet de récupérer un peu de barre parce que ça a été assez intense. Il y a eu de belles accélérations là en cette fin d'étape dans les 20 derniers kilomètres. C'était assez rapide. Il fallait encore une fois se placer. C'est le maître mot, de toute façon. Se placer avant un sprint, comme se placer avant un secteur pavé quand on est sur le Tour des Flandres, etc., etc. Même des fois se placer en bas d'une montée, ou surtout en bas d'une côte. Enfin bref. Voilà.
Le sprint est lancé. Van Aert, Milan ou Philipsen. On a compris que ça se jouait quand même essentiellement entre ces trois-là. Wout van Aert est idéalement placé, emmené par Christophe Laporte. Mais Milan déborde par l'extérieur et va s'imposer. Alors là, c'est plutôt, entre guillemets, net. La victoire de Milan est plus nette qu'à l'étape précédente, la 12. Ce qui est très amusant, c'est que Milan a été obligé de se frayer un passage entre Van Aert et la rambarde. En fait, il était au centre. C'était complètement bouché. Il est passé par la droite. Regardez, il va prendre l'aspiration de Van Aert. Et puis après, il va sortir entre Van Aert et la rambarde pour une très jolie victoire. Une nouvelle au sprint pour l'Italien. Il se murmure que certains contacts pourraient être noués avec Jonathan Milan pour l'année suivante, pour 2026. Je dis ça, je dis rien, mais ce serait quand même un sacré renfort si jamais on voulait avoir un train de sprint en certaines occasions. C'est une option. On verra bien, mais je dis pas que je n'y pense pas. Après, pas de changement de jaune, pas de changement de maillot à poids, mais changement au maillot vert. C'est Jonathan Milan qui a pris le pouvoir. C'est peut-être un coup décisif. On verra par la suite, mais l'étape 16 nous en dira plus. Et puis aussi, parfait, ce que je vous disais, Scalmoseux qui s'est trop consommé. Et donc, Carlos Rodriguez qui prend le maillot blanc. Ça, c'est quand même une petite erreur. Ils ont pris un maillot pour en lâcher un autre, la Lidl Trek. Mais il reste pas mal de montagnes, donc les cartes peuvent encore être rebattues entre Scalmoseux et Carlos Rodriguez. Étape 14, là on rentre dans le dur. L'étape 14, très difficile, avec la montée du Pla d'Adé à la fin, et avec le Tourmalet en première difficulté du jour. Et quelle difficulté! Je lance Velasco pour essayer de partir à la chasse au point, tout en sachant que il n'y a vraiment rien de garanti. Geraint Thomas et Henrik Mas font aussi partie de l'échappée, qui a l'air d'être plus ou moins accepté par les équipes, sauf peut-être par Arkea ou Uno X, j'ai pas bien vu, qui voulait juste peut-être avoir une chance de placer ses hommes. Allez, on profite du regroupement pour essayer de sortir avec Ballerini, Velasco et Tejada. On a des coureurs qui sont capables de sortir. Il faut être accompagné sur ce coup-là. Ciccone, parfait. Parfait, Giulio Ciccone qui a pris du retard au général, donc qui a peut-être un bon de sortie de la part de la Bora qui, elle, cherche à contrôler, donc au moins c'est clair. On a compris que Roglic avait de belles jambes aujourd'hui. En tout cas, on a pris cette échappée, mais à quel prix? Regardez ce qui reste comme force à Ballerini, Velasco et Tejada. C'est catastrophique. À l'approche du sprint intermédiaire, on est à l'agonie. Derrière, il y a quelques équipes qui sont pas très contentes d'avoir raté ce qui peut peut-être ressembler au bon coup, mais en fait c'est de loin parce que tout le monde est épuisé. Alors moi, je vais réussir à passer la ligne avec Ballerini, mais on va aller chercher les 20 points, mais on est épuisé. On peut pas attaquer le Tourmalet avec une telle barre, quoi. Hein. Donc on sait très bien que ces trois-là sont en bout de course, ils pourront pas vraiment faire l'étape. Donc ce que je me dis, c'est qu'il faut peut-être commencer à préparer quelque chose pour ensuite, surtout que le peloton ne laisse pas beaucoup de champ à cette échappée. Il y a pas grand-chose de jouable a priori en l'état. Donc je me prépare et je pense à quelqu'un que je vous ai pas beaucoup montré et que j'ai peu utilisé jusque-là. C'est le Danois Charmig. Donc il va peut-être falloir le mettre dans de bonnes dispositions. Charmig. Donc on va un petit peu attendre que ça se regroupe. Et puis après, il y a un moment donné où il faudra peut-être tenter quelque chose. On voit que certains contre, comme Victor Lafay, il repart, lui. Par contre, Guillaume Martin, il est bel et bien présent. Attention pour les points là-haut, au Galibier. Ça commence à craindre. Et donc, je me tente dans une petite offensive avec Sreling et Charmig, qui sont bien frais, eux. Ce sont les deux qui sont le mieux placés au général derrière Lutsenko.
à ce stade-là, pour nous, hein, pour notre équipe. Donc peut-être aussi, dans un coin de la tête, un mini rapproché pour le classement par équipe, sait-on jamais. Bon bref, toujours est-il que j'utilise la protection sur Charmig, sacrifice Relling, et on se dit que le Danois peut peut-être, dans une très bonne forme ce jour-là, faire quelque chose de très bien. Donc c'est comme ça que finalement ils vont se retrouver en duel avec Guillaume Martin, mais vous allez voir que quand même, il semble rester plus de force aux Français. Le Danois est là aussi en difficulté dans cette fin d'ascension du Tourmalet. C'est donc Guillaume Martin qui va prendre les points là-haut. Il va se positionner lui aussi en candidat pour le maillot à poids. Et Charmig quand même prend les points de deuxième, mais surtout fait partie d'une échappée qui a été en fait validée par le peloton. Cette fois-ci, voilà, 5 minutes au sommet, on voit que il y a peut-être du champ, il y a peut-être moyen d'espérer quelque chose pour les échappés qui vont nécessairement se regrouper après coup, hein, voilà. Ça se regroupe souvent dans les descentes. Et voilà, on va attaquer la Hourquette dans 6 ans, donc une nouvelle aventure qui démarre à l'avant. Ça va être difficile. Et puis après, toujours le peloton qui est contrôlé par la Bora Hansgrohe, Red Bull en l'occurrence. Allez, Martin, Schultz et Charmig qui sont là. Pareil, sur la Hourquette dans 6 ans. Schultz qui lâche et Charmig qui termine avec Guillaume Martin. Alors, est-ce qu'il va lui rester suffisamment de barres pour piquer les points aux Français? Attention. Waouh. C'est difficile même de savoir qui a franchi en premier. Je crois que c'est Martin qui a quand même pris... alors, c'était un catégorie 2, donc c'est pas non plus immense, mais il prend quand même les points. Et derrière, la chasse n'est pas non plus violente vis-à-vis des deux échappés. Dans l'ascension finale du Pla d'Adet, je vais essayer de tenter la chance pour Charmig. Ce serait bien de prendre cette victoire. Et je m'aperçois que Guillaume Martin réagit aux attaques. Il réagit bien. Donc tant pis, je vais jouer sur la barre jaune. Effort curseur. Ah voilà, vous voyez, je mets un gros effort curseur. On va voir si Guillaume Martin suit ou s'il ne suit pas. Et derrière, par contre, ça commence à s'exciter dans le Pla d'Adet. Voilà, ça a marché. Charmig a lâché Martin. Par contre, il va y avoir du mal à rallier l'arrivée parce qu'il reste encore 5 km d'ascension. Et ça va être compliqué, très très compliqué. Malgré l'avance qui est la sienne, il y a moyen de craquer. Donc moi, je vais essayer de me positionner avec Lutsenko dans le sens où le petit curseur là nous fera forcément du bien, surtout que j'ai encore un tout petit peu de protection. Après, voilà, ça va être plus compliqué. On voit que les UAE sont très très présents. Ils sont en nombre. Derrière, il y a Carlos Rodriguez aussi qui est là. Je pense que Roglic ne doit pas traîner bien loin. Mais il n'a pas lancé d'offensive. Voilà, ça y est. Rodriguez et Roglic qui vont reprendre à moins d'1 kilomètre du sommet le pauvre Charmig qui n'ira donc pas au bout. Et conclure, Lutsenko a été court de 200 mètres ou 150 mètres et va perdre environ 17 secondes ou un truc du genre. Et c'est la victoire quand même de Carlos Rodriguez. Très belle victoire pour le jeune espagnol d'Ineos Grenadier. Voilà, donc arrivé quand même où les favoris ne se sont pas non plus trop découverts. Ils ont attaqué vraiment à toute fin. Et on a ce regret assez important de terminer avec Charmig sans cette victoire, alors qu'elle était quand même excessivement bien partie. Vous voyez, voilà, Lutsenko perd 17 secondes sur la ligne, va donc perdre le maillot de leader au profit de Primož Roglic. Mais après, tout est encore très très serré. Et on ne peut pas dire non plus qu'on a pris un éclat particulier sur cette étape, donc qui aura été assez importante, puisqu'elle repositionne Rodriguez, elle fait perdre du temps à Vingegaard, et presque à 1 minute de Roglic, et puis il y a un rapproché de Guillaume Martin au classement de la montagne,
Jonathan Milan, bon, je pense qu'il ne sera plus inquiété avant l'étape de Nîmes, l'étape 16. On verra là-bas si les cartes sont rebattues ou pas. Rodriguez accroît un petit peu son avance sur Schielmose pour le maillot blanc. Bon, il s'est passé des choses, mais sur l'étape 15, il va s'en passer davantage. Étape 15, très difficile avec l'arrivée au plateau de Bay, mais d'ici là, il y a quand même un certain nombre d'ascensions qui sont très très violentes. Et on est vraiment dans le dur. On va vraiment taper dans le dur. Je démarre tout de suite avec tentative d'échapper, peut-être confirmée d'ailleurs pour Velasco et tout un tas de déçus de ce Tour de France déjà. Vous savez, c'est toujours pareil, à partir d'un certain moment, vous avez ceux qui auraient pu être des leaders de leur équipe, en l'occurrence, je ne sais pas moi, Geraint Thomas, Jean Almeida, il y a un certain nombre de coureurs qui ont un potentiel de leader, voilà, je ne vais pas dire qu'ils en avaient le statut, bien sûr, pour Almeida par exemple, mais c'est comme ça qu'on va se retrouver avec des hommes très forts à l'avant. Velasco gratte ce qu'il peut, mais c'est pas non plus exceptionnel sur le plan des points grappillés. Attention, Guillaume Martin est bien là, et il n'a pas l'air de s'en laisser compter, mais derrière, je décide de rouler parce que je vois bien qu'on n'arrivera pas à grand chose, nous devant, avec le pauvre Velasco qui arrive quand même en fin de route. Il finit le Tour de France très difficilement, hein. Il est un peu juste, hein, pour aller comme ça briguer un maillot à poids. Allez, on continue, peut-être avec l'option Charmig, qui sait. Terjada aussi peut essayer de jouer sa carte, je l'ai économisé très longtemps. Terjada jouera, je l'espère, aussi un rôle particulier en troisième semaine. Et voilà, il est bien placé, on va le faire sortir. Et là, tiens, à ma grande surprise, Yates, Evenepoel et Roglic ont réussi à suivre. Alors, c'est pas très grave, parce que eux, ils vont rouler. Et puis, derrière, ça roulera. Mais ça peut les fatiguer, on verra. On sait jamais. Ça peut être une finalement bonne affaire à l'arrivée. Après, voilà, je me dis que si j'attaque, il y en a peu qui vont essayer de me suivre avec Harold Terjada. Donc, chose faite. On a réussi à sortir. Alors évidemment, on n'ira pas prendre énormément de points, mais est-ce que Terjada serait pas notre vraie meilleure option pour aller se donner une deuxième chance de grappiller le classement de la montagne au final sur cette fin de Tour de France, hein. Parce que lui sera sous pic de forme jusqu'à la fin, hein. On voit qu'Henrik Mas, un déçu de ce Tour de France, a emboîté le pas. Très bien, ça tombe bien. Je suis assez content d'avoir l'apport de Henrik Mas à l'avant, et puis d'autres aussi sont sortis. C'est une bonne chose. Au final, après la vallée, qui a été longue, hein, mine de rien, il a fallu rouler, hein. 3 hommes en tête. 3 hommes en tête, Wout Poels, Henrik Mas et Harold Terjada. Moi, je dis que c'est pas mal, 3 minutes d'avance, et 4 minutes 30 un peu plus tard. Ah, malheureusement, Mas a lâché, ah là là, quel dommage. On aurait voulu aller plus loin avec l'Espagnol, là. Le seul Wout Poels suit Harold Terjada, et honnêtement, on est pas mal. On a lâché Poels sur la toute fin, pas voulu vraiment le lâcher, hein, mais il a capitulé. Allez, encore des points pour Terjada, qui devrait aussi prendre les points de meilleur grimpeur du sommet suivant. Et puis là, je me dis, allez, est-ce que peut-être on pourrait pas se positionner pour, on va dire, voler les points à ceux qui les chassent, du genre Victor Lafay, Guillaume Martin, tout ça là. Ouais, c'est chose faite. Donc Velasco a sauvé un petit peu son maillot sur cette étape-là pour le moment. Pareil, je demande à Streling d'aller comme ça faire les points du sommet suivant derrière Terjada, au cas où. Et à l'avant, regroupement Terjada-Poels. Allez, merci, parce que Wout Poels, c'est un super client pour ce genre d'opération. On a encore plus de 4 minutes. Ah, en tout cas, bon, ça réduit, mais ce groupe va se reconstituer, voilà, avec Schultz, Martin, Streling,
Lafay, Terrada, Pouls, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. On peut peut-être essayer d'aller au bout cette fois et de remporter l'étape. Enfin bon, ça, ce serait sans compter sur quelques mutants du peloton qui ont terriblement fait remonter ce dernier. Et puis alors l'ascension du plateau de Beille, c'est un enfer. C'est vraiment un enfer. Voilà, les mecs sont repris. C'est les UAE là. Moi je me souviens que dans un premier temps, Wout van Aert avait roulé comme un dingue. Et puis dans un deuxième temps, c'est les UAE qui ont pris le relais et qui éliminent, reprennent tout le monde. Vous voyez, attaque de Pogačar, assez loin du sommet. Hein. Waouh, quelle attaque. Celle-là, il va falloir aller la chercher. Hein. Evenepoel tente de s'y coller. Et puis surtout, moi, au moment de passer sous les 5 km, la banderole des 5 km de l'arrivée, je dois me résoudre à l'inéluctable, à savoir, on va gérer notre effort avec Lutsenko, et puis on va essayer de calmement rallier l'arrivée, en espérant que tout le monde soit fatigué devant. Mais Pogačar, il a placé une attaque décisive tout à l'heure, et il va aller au bout, et il va s'imposer très nettement avec reprise très probable du maillot jaune, puisque Roglic et Rodriguez, décidément les deux hommes qui sont capables un petit peu de l'embêter, arrivent un petit peu plus tard, mais un peu loin. Ah, quand même, Geraint Thomas a bien résisté. Simon Yates et Vingegaard prennent un petit écart. Ciel Mose, logiquement également. Ben O'Connor aura bien résisté, Bilbao, et nous on termine dans ce groupe ici à plus de 2 minutes. On va voir combien, mais je crois que c'est environ 2 minutes 40 qu'on perd sur cette étape-là avec Lutsenko sur Pogačar, plus 10 secondes de bonif. Voilà, donc le rêve, si tant est qu'il y en avait un, le rêve est passé. Moi, je me faisais aucune illusion. Hein. Je pense que vous non plus. Il n'y avait aucune illusion à se faire, mais là au moins les choses, elles sont assez claires. On va se battre, comme je l'ai dit à l'avance, pour un top 10. Et puis on va regarder les yeux ébahis, les performances des tout meilleurs et voir qui de Pogačar, Roglic, a priori, ils sont deux pour la victoire, va finalement s'imposer dans ce Tour de France. Parce que Rodriguez, je ne sais pas s'il peut arriver à les déstabiliser. Et puis derrière, ils ont pris déjà un petit éclat. Pour moi, la victoire va être difficile. Surtout si les deux Slovènes sont en forme. D'ailleurs, Roglic prend le maillot à poids. Aïe aïe aïe, on est en train de tout perdre. On perd 2 maillots sur cette étape 15. Et par contre, Milan, ok, n'en parlons plus avant un petit moment, parce que ça a l'air d'être bel et bien fait pour lui. Et Rodriguez accroît son avance sur Sky Mose. Le maillot blanc appartiendra sûrement à Carlos Rodriguez au vu des choses qui se sont produites sur l'étape 14 et 15, notamment, même 13. Les dossiers, dernière étape de dossier. J'ai bien mes choses en tête. Je vais sûrement opter pour Kasper Asgreen et je vais du coup renoncer à Umba et Dostiev. Voilà. Il faut bien éliminer 2 points, étant donné qu'il y a un surcoût pour Kasper Asgreen. Je pense qu'on a besoin de qualité, non seulement pour l'indice final, mais on a besoin de coureurs qui sont très solides, parce que au final, moi j'ai remarqué que quand il s'agira d'essayer de gagner le Tour de France avec Juan Ayuso, à la limite un profil comme Asgreen, lui sera utile à plein de moments. Évidemment pas en haute montagne, en tout cas pas dans la fin, mais il sera très très utile selon moi. Et donc le petit Garofoli aussi, c'est un Italien. On va être sous sponsor italien, donc autant prendre un Italien de plus. Donc voilà un peu l'esprit dans lequel j'étais. On privilégie la qualité et puis surtout on profite du jour de repos pour réfléchir à la suite. Alors la suite, c'est une étape tranquille, à étape 16.
Et ensuite, par contre, étape 17, là, elle va être sympa, passer par le col du Noyer, tout ça, c'est des routes que je connais. Étape, faut aller chercher quelque chose, 17 ou 18, faut vraiment qu'on aille la chercher, parce qu'après, ce sera excessivement compliqué. Et je rappelle que le sponsor, on s'est engagé pour une deuxième victoire d'étape. Donc, faut pas rigoler. C'est peut-être pas sur l'étape 19 avec l'arrivée à Isola ou la 20 avec le col de la Couilleule, voire même la 21 avec le contre-la-montre, qu'on va commencer à gagner notre étape à ce moment-là. Faut pas rêver, je crois. Donc vraiment, c'est bientôt que ça se passe. Et on aborde, comme promis, donc la dernière étape qui est promise, un sprint massif. Voilà, le maillot vert devrait se jouer là. On a toujours les mêmes favoris. Pression sur Merlier, Jacobsen ou même Gerben Tyson, entre autres, qui n'ont jamais gagné leur étape sur ce Tour de France. L'échappée comporte 4 coureurs qui sont Ergots, Abrahamsen, Madouas et Schultz. Comme vous le voyez là, bon, la seule question qui se pose, c'est auront-ils leur chance? Voilà, c'est tout. Schultz aura été super actif quand même sur ce Tour de France. Est-ce que il a vraiment une santé de fer? Est-ce que ces 4 hommes vont avoir, on va dire, l'autorisation tacite du peloton d'aller loin et peut-être de se disputer la victoire? C'est pas parti pour. Et c'est vraiment la faute, encore une fois, des équipes de sprinters qui sont assez gloutonnes, puisque à l'exception de l'étape 10 qui leur aura échappé, sinon toutes les autres, ils vont les maîtriser. Ils les auront maîtrisées, puisqu'ils vont aussi donc maîtriser celle-là, vous le voyez bien, l'échappée est sur le point d'être reprise. Il y a une grosse accélération en tête de course là, à la fin de l'étape. Il faut faire super gaffe au positionnement, puisqu'il y a une cassure à essayer d'éviter, bien sûr. Après, on peut relever d'autres coureurs qui auront un rôle à jouer dès le lendemain. Et quel rôle! Mais voilà, c'est parti. Sprint, finale. J'ai fait un choix un peu délicat, puisque Ganna ne sprinte plus. J'ai pas voulu prendre la roue de Milan, parce que quand même, il s'avère finalement être trop difficile à suivre. Sans blague. Et voilà, c'est ainsi que s'achève l'étape 16 avec une victoire. Dis donc, c'est de plus en plus net. Jonathan Milan, 4e victoire. Il a gagné 4 fois le sprint. Il est donc le vrai maillot vert de ce Tour de France. Il le mérite 1000 fois. Ça sert plus à rien d'aller chercher les 20 points à l'intermédiaire. Magnifique. Voilà. Quelle puissance. Tout est dit. Jacobsen meurt de peu juste à côté. Trek a donc battu Scott et Canyon au niveau de la marque de cadre. Et voilà, que dire de plus, quoi. Quelle démonstration. La Lidl Trek aura bien fait oublier l'absence de Pedersen sur ce Tour de France, avec un joli maillot vert ramené à Nice. Et voilà, vraiment une vraie démonstration, avec Ciel Mose aussi, qui est quand même placé au général. On ne sait pas comment ça va finir, tout ça. Voilà, donc le maillot à poids, c'est dans très peu de temps que ça va se décanter. C'est maintenant. Et puis, pour la suite, donc vous allez voir que j'ai oublié quelque chose. Qu'ai-je donc pu oublier? Enfin, oublier, je l'avais dans un coin de l'esprit, mais surtout, il faut y penser, on est le 16 juillet, et en fait, le 17, il y a une offre qui disparaît, si vous voulez. C'est l'offre de la Lampre Abarth. Alors, vous allez me dire, t'es une girouette, mec, tu changes tout le temps d'avis. Non, j'ai fait mes comptes, et je suis désolé, 500 000 € par saison, ça compte. Et je vais être obligé donc de choisir Lampre Abarth, parce qu'ils offrent plus que Lampre tout seul. Et donc, voilà, je suis obligé de le faire. On aura quand même un joli maillot Lampre. S'il faut, je toucherai tout ça dans les bons fichiers du jeu. Mais donc, c'était essentiel de confirmer tout ça
à ce moment-là, parce qu'après, c'est trop tard. Étape 17, allez, au Laker, on s'accroche, il va falloir être actif, on ne peut pas se permettre d'attendre. C'est peut-être déjà notre dernière chance pour obtenir une deuxième victoire. À tel point que je décide de contrôler avec Fedorov en début de course. Je veux absolument essayer de maîtriser les échappées éventuelles pour donner le temps aux équipiers, à Tejada, à Ballerini, à Velasco, à tous les hommes capables, peut-être Schreling, à tout le monde qui est capable d'aller de l'avant, de pouvoir se positionner. Allez, on attend encore Harold Tejada, du coup je vais ralentir un tout petit peu pour pouvoir lui permettre de rentrer. Voilà. Et de pas trop se vider. Oui, c'est compliqué. C'est l'étape de Carapace. On la connaît. Carapace qui dépasse Mas et Yates aussi, qui se débarrasse de Yates dans le final. Et ben on va essayer de faire pareil. Allez, c'est parti. Ballerini, Schreling, Velasco, Tejada. On a vu que dans la vraie vie, dans cette étape-là, ils se sont mis une séance pour prendre l'échappée. C'était une catastrophe en termes de fatigue. Souvenez-vous, c'était et on comprend, hein, avec ce très 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 long faux plat montant, on comprend qu'il soit très difficile de pouvoir construire comme ça une échappée. Soler semble validé pour le compte de l'UAE, la Bora et la Visma aussi. Ok, c'est peut-être parti. Par contre, je vais demander à Schreling et Ballerini de rouler. Il va falloir rouler pour essayer de donner de la marge à Velasco et Tejada. On verra qui a sa chance. Mais ce qui est certain, c'est que on a besoin de prendre de l'avance. Voilà, à ce stade-là, il y a 2 minutes entre l'échappée et le peloton. On voit que quelques coureurs tentent de rejoindre encore l'échappée, mais alors les pauvres, eux, ils sont dans une chasse-patate qui risque d'être vraiment douloureuse. Eduardo Affini qui contrôle également en tête de peloton. Vous voyez que ça veut pas laisser plus de 2 minutes, grosso modo. Hein. Donc c'est toujours dangereux. Hein. Quand il y a Affini, Polite, puis un Young Girls, par exemple, pour la Bora. Waouh, qu'est-ce que c'est compliqué. En plus, il y a même Florian Vermeersch qui s'y est mis. Donc, semble rouler moins vite. Allez, oui, très bien, ça se relève. Le peloton a décidé d'arrêter les frais et de laisser peut-être du champ à l'échappée. Non, ça reroule. Waouh, c'est compliqué. Ah oui, d'accord, c'est Gregart. Et maintenant, il y a Laporte aussi qui s'est impliqué. Ben dis donc, ça va être difficile de construire quelque chose sur ces bases-là. Bon, néanmoins, on essaie de persister. Je vais demander à Ballerini de rouler encore plus fort, à Schreling aussi de rouler, et puis tant pis si on n'arrive pas à nos fins, mais au moins on se sera donné les moyens. Vous voyez que j'ai Tejada qui tranquille, quoi, il est calé dans une roue. Velasco semble terminer plus douloureusement ce Tour de France, malheureusement. Il a déjà donné les signes depuis un certain temps. Bon, il y a quelques lâchers de l'échappée, on s'en doute. Puis derrière, toujours Vermeersch, un UAE pour contrôler, et toujours un écart quand même pas évident, mais qui a augmenté sous l'impulsion du gros travail là qu'on avait fourni avec Ballerini notamment. Je crois que c'est bien parti. On avoisine les 4 minutes au moment de basculer vers Gap. Ici on amorce la descente et on va très rapidement se confronter au col Bayard. Col Bayard, première difficulté répertoriée du jour, avec, attention, là vraiment il faut faire très très gaffe parce que je dois être vigilant à l'avant et vigilant à l'arrière. C'est pour ça que je vais utiliser une solution de sécurité qui est carrément curseur protégé sur Tejada, avec, évidemment on va consommer Ballerini très très vite en même temps. Est-ce que Ballerini va aller jusqu'à Super Dévo lui ? Non. En tout cas pas en tête.
Après, on fera le boulot, mais comme ça, j'ai l'avantage de ne pas avoir besoin de surveiller trop ce qui se passe à l'avant. Bon, peut-être réduire un peu l'effort. Vous voyez, je suis repassé à 82 là, parce qu'on va peut-être pas... C'est pas le final non plus, hein, peut-être pas se vider les barres. Surtout que la récupération après col Bayard, avant le début de l'ascension du col du Noyer, elle est assez faible. Hein, y a peu de descente. On va pas refaire beaucoup de barres, donc... Je demande maintenant à Strelling de protéger, toujours sur un effort curseur assez intense de Tejada, parce que je me méfie du sprint qu'il va y avoir au moment du GPM, évidemment. À l'arrière, attention à pas se faire piéger, mais ça a l'air de tenir. Il suffit de regarder les pulsations cardiaques. Tant que Fedorov reste en protection et ne perd pas de barre sur Lutsenko, ça veut dire que les cadors se sont pas mis à s'expliquer. Allez, ça sprint, mais c'est sans nous. Nous, elle nous intéresse pas trop. Le sprint nous intéresse très peu. Là, c'est vraiment la victoire d'étape qu'on vise aujourd'hui. Et le peloton franchit à son tour le sommet du col Bayard. Vous voyez, il y a quand même une belle avance. L'avance est assez confortable. Elle peut permettre d'espérer des choses. 6 minutes, je crois, ça va aller. Ça va aller. On a notre chance, on va dire. Ça peut revenir, hein, mais c'est pas foutu d'avance. S'il y avait 2 minutes, on pourrait se relever. Voilà. Donc, Tejada avec cette fois-ci Velasco qui protège. On aborde les contreforts du col du Noyer. On va monter dans les montagnes que vous apercevez à gauche, là. Ciel Moseux a essayé d'allumer une mèche. Attention, parce que ça fait toujours réagir Carlos Rodriguez, voire Remco Evenepoel, quand Ciel Moseux se bouge. Allez, on va essayer de contrôler tout ça. J'ai vraiment pas envie de me prendre une cassure. Ce serait dramatique de foirer le général de Lutsenko, juste parce qu'on s'est fait surprendre. Et à l'avant, Tejada s'en va. En tout cas, il dit bye bye et merci beaucoup à Lutsenko, qui était le dernier de ses assistants, à Velasco, qui était le dernier de ses assistants de ce jour. Très très jolie vue, hein. Le col du Noyer, c'est somptueux. Si vous y êtes jamais allé, moi je peux vous dire que j'y suis allé un certain nombre de fois. C'est magique, la vue qu'on a là-bas. Tiens, c'est marrant, compagnons d'infortune, Martin et Velasco. Décidément, leurs destins sont liés. Après s'être tiré la bourre pour des GPM au cours des 15 premières étapes, on va dire. Maintenant, les voilà largués de l'échappée. Et Tejada a fait la différence. Fabuleux. Tejada, il est très très solide. Il termine très très fort le Tour de France. Il va essayer de nous faire une carapace. Allez, Tejada. Attaque de Remco. Moi, je vais essayer de répondre à ça tout simplement par le curseur. Curseur 88, c'est encore une valeur assez sûre. Allez, attaque de Pogačar dans la foulée. Waouh. Attention, hein. Merci Velasco. Hop, on retrouve un tout petit peu de soutien. Mais ça va pas durer longtemps. Ça durera quelques secondes. Le temps de filer un bidon, dirions-nous. Voilà, Tejada qui arrive au sommet du col du Noyer. Ça a été assez violent. Nous, on a réussi à tenir le coup derrière et un petit groupe semble se détacher à l'amorce du sommet parmi les favoris. Pogačar, Lutsenko, Evenepoel et Stef Kras sont là. Et par contre, derrière, on a commencé à craquer. Le col du Noyer a été très très douloureux, notamment pour Vingegaard, mais pas seulement. Donc, écoutez, on est en situation rêvée. Il n'y a plus qu'à suivre Pogačar, reprendre un peu de force dans la descente avec Lutsenko. Et devant, il faut contrôler l'avance qu'on a. Je crois que c'est Romain Bardet, voilà, c'est ça, qui est le poursuivant immédiat de Tejada. Mais il y a quand même 1 minute 30, elle est mince, quoi. On va quand même pas se faire surprendre avec 1 minute 30 et puis encore de la barre, hein, dans la montée vers Super Dévoluy. Donc 5 km de l'arrivée pour le groupe Pogačar et Evenepoel. On s'assure bien qu'on a pris la roue de Poggi. Heureusement qu'il y avait cette option-là à ce moment-là. Et Tejada doit faire gaffe quand même au retour, hein. On a déjà vu pire. Si le mec tombe en défaillance, il se fait reprendre et croquer. Et je tiens à cette victoire, je l'ai déjà dit. Donc on va tout donner et essayer d'aller jusqu'à, regardez, la flamme rouge avec encore
une avance confortable. On va pouvoir donc maintenant relâcher l'effort jusqu'à la ligne. Il prend le temps de savourer. Il peut prendre le temps de savourer, dirait Patrick Chassé. Victoire du jeune Colombien Harold Tejada. Et Lutsenko se paye le luxe de faire le sprint à Poggi. Bon, Evenepoel a gratté quelques secondes, mais il n'y a pas de différence flagrante. Vingegaard a quand même bien réussi à récupérer le coup, ainsi que Carapaz et Simon Yates dans la montée vers Super Devoluy, mais grosse souffrance pour Roglic, grosse souffrance pour beaucoup de gens. Carlos Rodriguez aussi a payé très très cher ici. Il a dû se retrouver un petit peu esselé. Et l'autre, c'est Schielmose, qu'on va apercevoir dans peu de temps. Regardez, il arrive. Voilà, Mathias Schielmose. 5e objectif, merci le Success Team au passage. 5e objectif de l'année. En même temps, il y en a 6 en tout, donc ça va être dur d'aller en faire plus que 5. Parce que le 6e, ce sera en Lombardie, donc c'est dans longtemps. Donc cette victoire, elle me fait du bien. On a beaucoup souffert. Et à l'arrivée, on est quand même assez payé sur cette étape 17 pour laquelle on avait fait le stage. On s'était donné du mal, même si Tejada, pour sa part, n'a pas fait le stage. On revient à 5e place avec Lutsenko. C'est génial en vue de la consolidation du top 10 d'arriver à être 5e au soir de l'étape 17. C'est toujours très serré au niveau du maillot à pois. Et ça l'est beaucoup moins au niveau du maillot vert. En revanche, on pressent des changements du côté du maillot blanc, peut-être. On va regarder ça tout de suite. Remco s'est rapproché vraiment proche de Rodriguez. Suspense. Et ce suspense pourrait bien, comment dirais-je, évoluer encore au cours de cette étape 18, qu'on pourrait surnommer l'étape de Victor Campenaerts. Vous avez vu sûrement comme moi sur internet ou sur je ne sais quel support la manière dont Victor Campenaerts plusieurs mois à l'avance a bossé pour cette étape-là et s'est donné toute la peine du monde pour essayer de la gagner, et il l'a gagnée, donc c'est assez fabuleux. Ici, nous on va se tenir bien au frais aujourd'hui. Attention, on ne consomme rien avant l'étape de la Bonnette le lendemain. Donc écoutez, je tente d'économiser tout le monde. Après, attention, y a une grosse échappée. En tout, vous allez voir, on va arriver, je crois, à 23 coureurs qui vont se regrouper. Il y a encore plusieurs morceaux à ce stade-là. Le peloton n'a pas encore daigné se réveiller, même si Florian Vermeersch assure un train. Je pense qu'il roule la Lotto Destiny, parce que c'est évidemment un final qui pourrait plaire à Van Gils. Ou alors on aurait pu imaginer un Van Etvelt en échappée, mais bon, ils n'ont pas gagné encore sur ce Tour de France. Il faut qu'ils se montrent. Et je ne sais pas trop s'ils en auront l'opportunité, parce que là maintenant il reste plus grand chose en termes de possibilités. Jay Hindley, tiens, est présent. Higuita, ça veut dire que l'ami Roglic a accepté de mettre 2 équipiers très forts dans l'échappée pour qu'ils aillent tenter leur chance pour une victoire d'étape. La Borage ou la victoire d'étape. Je crois qu'il y a aussi Dylan Van Baarle dans le groupe à l'avant. Et pas seulement, on va avoir ça. Chute à l'arrière. Chute à l'arrière, c'est Roglic, Vingegaard et Carapaz, mais tout le monde se relève, tout va bien. Il y avait Vlasov aussi qui était impliqué. Ils vont revenir, reprendre leur place, tout va bien. Mais ça fait plusieurs fois qu'on a des chutes qui heureusement n'aboutissent pas sur des abandons, mais ni même sur des pertes de temps ou finalement des situations un petit peu injustes d'un certain côté. Donc heureusement on n'a pas droit à ça. Espérons que ce soit le cas jusqu'au bout, parce que je détesterais que ce Tour de France bascule sur une chute. Je crois que c'est... mettons, regardez, imaginez si Poggi, il a course gagnée à la 20e étape et il chute et il abandonne. Ça, c'est un des seuls trucs qui peut me faire recharger, quoi.
parce que je veux pas que cette course, ce Tour de France se termine autrement que avec la victoire de celui qui l'aura mérité. Et ils sont au moins deux à le mériter. Roglic et Pogačar, bien sûr. Alors, ça sprint aux intermédiaires, on a l'habitude. Ça prend les points GPM, les points du maillot vert, ok. Mais ce qu'on remarque surtout, en fait, c'est que vous avez aperçu juste avant, les Ineos roulent très fort. Ils ont des idées derrière la tête, apparemment, et ils ne sont pas les seuls non plus à collaborer avec... mais regardez, il y a quand même, je crois, à percevoir le maillot de champion d'Europe, quoi. Hein. On a quand même vu Laporte mettre un gros relais à l'instant. Donc ça veut dire que la Visma, elle a beau avoir deux mecs à l'avant, elle roule quand même. Là, je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas si c'est une bonne idée. Tiens, on passe sur le lac de Serponçon, là. Hop, voilà. Le pont, forcément, il est plus court que quand vous le traversez. C'est logique. Et après, on tourne à droite. Vous voyez, on est arrivé de Chorges, hashtag contre-la-montre de l'époque, avec Kwiatkowski, etc. Chorges, direction, on va dire, Savines-le-Lac, sauf que vous basculez à droite, vous allez vers Barcelonnette en longeant le lac de Serponçon. Il y a un peu de relief à cet endroit-là, c'est assez intéressant comme zone. Et c'est compliqué, et puis surtout, ça s'intensifie. En fait, ça devient très difficile. Il y a une énorme accélération du groupe, peut-on l'appeler encore peloton? À ce stade, oui. Et vous allez voir qu'il va se réduire comme peau de chagrin. Moi, j'essaie de me replacer absolument avec Lutsenko, être à l'avant, éviter toute cassure. On est en train de reprendre les échappées. On n'est pas loin de les reprendre. Sauf que, finalement, on les reprend pas parce qu'au moment de on rapproche à 40 secondes. Moi, je veux pas faire les efforts. C'est pas mon combat. Je ne cherche pas à gagner cette étape. Remco, oui, apparemment. Apparemment, Remco Evenepoel veut récupérer le maillot blanc. Rodriguez ne s'y trompe pas, puisqu'il réagit. Il veut essayer de défendre ce maillot du meilleur jeune. Evenepoel donne tout pour essayer de récupérer du temps. On a encore les plus forts qui sont là, au général, sont présents dans ce groupe. Regardez, ça va pas durer. Ça va être terrible. La toute fin va être terrible. Les 10 derniers bornes encore. Avec un Poggi très remuant. Je prends la roue de Poggi. Avec Carlos Rodriguez qui fait ce qu'il peut, mais qui, vous voyez, tombe un peu comme en défaillance. Avec Primož Roglic qui reste en embuscade. Avec Vingegaard qui est pas loin de la rupture. Ne nous y méprenons pas. Et finalement, on reprendra jamais vraiment cette échappée. Remco, oui, il l'a fait. Moi, je suis vite obligé d'aller faire boire des gens, d'aller checker. Et regardez, dans l'intervalle de temps, l'attaque de Pogačar. Heureusement, on a pris sa roue. Ouf, on était dans la roue de Pogačar qui s'est démarqué, en vérité, des poursuivants de type Yates, Vingegaard, etc. Carapace. Et Dieu merci, on était vigilants. Et Evenepoel va pouvoir peut-être sprinter pour la gagne. Hein. On a Roglic aussi qui sort de sa boîte. Oh, le bougre. Qu'est-ce qu'il est punchy quand il décide d'appuyer comme ça. C'est terrible. C'est terrible. Remco a trop roulé. Victoire de Sergio Higuita. Et Roglic peut-être nous prendre un peu de temps. Hein. Carapace qui sursprint, bravo. Par contre, petit perdant du jour, Simon Yates, Carlos Rodriguez et Vingegaard. Ce sont les perdants de la journée. Il s'est donc passé des choses sur cette étape. Coucou Bétiol, on te dit à très très bientôt. Charmig a pu un peu échanger sur le futur avec lui. Victoire donc somptueuse de Higuita sur une étape très difficile. Il vient damer le pion à un Français. Encore un petit clin d'œil à la réalité par rapport à un Français qui fait deuxième, hein, j'entends, hein, vous m'avez compris, je pense. Et donc, Higuita qui s'impose de très belle manière. Il fallait la chercher, ça fallait être très costaud. Au général, ça se resserre. En fait, Yates, Vingegaard et Rodriguez payent un lourd tribut à cette étape qui, à l'avance, s'annonçait comme étant peu dangereuse pour les favoris. Le maillot à pois, c'est toujours aussi serré. C'était pas aujourd'hui que la différence se faisait. Ce sera dans les 2 jours à venir. Ça, c'est sûr. Et puis,
Bon, le maillot vert, on sait que Jonathan Milan, il a juste besoin d'aller à Nice. S'il va jusqu'à Nice, eh bien, il sera maillot vert. Mais ça fait longtemps qu'on l'a compris. Ça, et Remco qui reprend le maillot blanc. Quel chassé-croisé invraisemblable pour le maillot blanc. Décidément, ça nous anime la course, tout ça. Et on y est. Étape, col de Vars, cime de la Bonnette, avec arrivée à Isola 2000. Waouh, ça fait penser au passé et à un certain Giro, je pense que vous le voyez, c'est le 2016, sauf qu'on arrivait encore un petit peu plus haut, il y avait une descente derrière. Alors je le fais pas souvent, mais un petit hommage au passé, c'est parti. Lotto Soudal épisode 63, on est sur PCM 2018 à l'époque, et vous voyez, c'est ce fameux Giro dont je vous parlais à l'instant, avec des souvenirs. C'est vrai que c'était sympa, une étape qui ressemble pas mal, hein. C'est juste que ça redescend après le dernier sommet, mais à part ça. Et voilà, c'était une autre époque avec Zakharine, avec le jeune Regen Mezek, avec Emmanuel Bourgman au sommet, avec Tim Wellens, c'est la team énorme. À la Bonnette, vous voyez, on avait tourné à gauche. On n'était pas allé jusque vraiment à la stèle, là-haut, là. Il y a encore, 1 km ou 500 mètres. Je ne peux plus vous le dire exactement, mais je sais que, en tout cas, c'était un petit peu différent. On n'était pas passé tout là-haut. Et puis après, un peu plus tard, à la Lombarde, par contre, la montagne avait un peu accouché d'une souris, en ce sens que finalement, l'étape n'avait pas permis de faire de différence particulière, parce que les coureurs les plus forts s'étaient neutralisés, et donc au final, Santana Divinadio avait vu un sprint dans lequel c'était Dan Martin qui s'était imposé, mais sans vraie conséquence sur le classement général, alors maîtrisé par ce fameux Mezek, qui était notre régène de l'époque. Il avait battu Tom Dumoulin, c'était le deuxième Giro qu'il avait pris à cette occasion-là. C'était l'étape 20 du Giro 2016. Bon, celle-ci ressemble, et elle ressemble... Alors, on essaie d'être actif, hein. Encore une fois, on va pas se laisser faire, même si c'est très très difficile. Donc j'essaie de contrôler un petit peu le départ de certains. Quand même, on a un objectif très sérieux, hein, c'est ce maillot à poids. Donc, même si on a une chance sur 100 de le prendre, il faut absolument la jouer à fond. Donc, c'est pour ça que j'ai provoqué un regroupement, en tout cas du groupe, avec le peloton et le groupe de contre. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste, en fait, préparer le terrain pour essayer de sortir. Sortir avec qui ? Je dois m'y mettre à plusieurs, hein, parce que nous, on n'est pas très fort. Donc, si on n'y va pas à 3 ou 4, franchement, on n'arrive à rien, hein. Devant, en plus, il y a déjà une indication intéressante. Il faut essayer de sortir, là. Dépêche-toi. Il y a Heudebrooks, il y a Almeida. Ça veut dire que la Visma roulera pas. UAE roulera pas. Puis on va encore aller prendre les infos là-haut. Mais il y a peut-être encore... il y a peut-être un Bora, mais je suis pas tout à fait sûr. Donc, voilà, on va sortir. Oui, j'en vois un. Donc ça veut dire que la Bora risque de ne pas rouler non plus. Alors ça fait qu'il ne restera pas grand monde pour nous rouler dessus. On est dans le col de Vars, donc ici, c'est la montée depuis Guillestre, quoi. Hein, donc en gros, en brun. Voilà, on a trouvé des gens pour rouler. C'est Ineos Grenadier. C'est logique, ils sont pas représentés à l'avant. Après, ils roulent, mais ils impriment pas non plus un train d'enfer. On va essayer de survivre. Vous voyez qu'on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. Il reste encore presque 5 km dans le col de Vars. Et en fait, tout le monde est plus ou moins à l'arrêt. Ce début d'étape a épuisé tout le monde, que ce soit les attaquants ou même ceux qui sont un peu derrière. Allez, il y a quelques points à prendre ici. Oh, il nous les vole, Almeida, trop drôle. Mais Velasco reprend officiellement et virtuellement le maillot à poids. Ça, c'est une indication. On n'a quand même eu qu'un seul qui nous a fait le sprint. Ça, c'est le sommet du col de Vars. Voilà. Très ressemblant, hein, très très bien fichu. La carte,
c'est rigolo. Hein. C'est vraiment marrant de voir comme ça sur PCM des endroits qu'on connaît tellement bien. Alors, les sprints pour le maillot vert, ça intéresse plus personne, hein, même pas nous, c'est pour dire. Et on va attaquer, voilà, on vient de passer à Josier, et on va attaquer la Bonnette. Oh, tiens, pourquoi plus personne ne roule? Tout simplement parce qu'il y a un Ineos qui est sorti. Du coup, bah, si ni Bora, c'est Geraint Thomas, si ni la Bora, ni... bon d'ailleurs la Bora elle devrait parce que Youngles il a aucune chance, mais bon bref, ok. Ni UAE, ni Visma ne roulent, qui reste pour rouler. Alors en plus il y a même un IF qui est présent, donc même les coéquipiers de Carapace ils ont moins de raisons de rouler. En fait ils impriment un train factice au peloton. Ah, il s'est fait lâcher le IF, donc on peut peut-être s'attendre à une rébellion à l'arrière, mais regardez, 10 minutes sur le peloton. En gros, le peloton, il a volontairement décidé de neutraliser l'ascension de la cime de la Bonnette. C'est dommage, hein. Honnêtement, quel gâchis. On n'assistera pas à une bagarre là-dedans. C'est le moins qu'on puisse dire. Il n'y aura pas de bagarre. Regardez, le meilleur... à l'avant, c'est pareil, hein. Que ce soit Heudebroek, soit Mas, Almeida, Ciccone, personne souhaite se dépouiller. Tejada, il a beau ne plus rien avoir, il est encore présent. Et bon, bah du coup, tant qu'à faire, allez, à tout seigneur, tout honneur, le champion d'Italie va rafler les points au sommet de la Bonnette. Voilà, donc à la différence, voilà, hop là, le Giro est passé là. Et nous, on a fait le tour. Par le point culminant. C'est la petite différence avec ce que je vous montrais en préambule. Tejada va rentrer dans la descente jusqu'à Saint-Étienne de Tinée et même d'ailleurs jusqu'au village d'Isola. Hein. Donc il y a une très très longue descente. Pour l'avoir déjà faite, elle est à vélo, elle est phénoménale. C'est un des plus grands plaisirs que j'ai eu à vélo, c'est descendre la Bonnette de ce côté-là. Et sinon, bah, le peloton, hein, vous voyez, il s'est quand même un peu réveillé sur la fin. C'est intéressant, il y a eu un écrémage dans le final, et on ne sait pas tellement à quelle sauce on va être mangé, mais je suis content parce qu'on a quand même encore quelques équipiers, ce qui est quand même toujours une bonne affaire. Bon, Fedorov a donné beaucoup et s'est fait éliminer, mais les autres sont avec Lutsenko, à part Velasco et Tejada qui sont à l'avant, donc pas mal. Après, est-ce qu'on a une chance avec 5 minutes, environ 5 minutes, en bas de la descente, en bas pardon, de la montée vers Isola 2000? Ben, je l'ignore. Par contre, je vais tenter un petit truc, parce que je pense que ça va rouler. Mon petit doigt me dit que ça va rouler, derrière, hein, dans le peloton, donc on va sacrifier Tejada qui a déjà gagné son étape, puis on va essayer de mettre un curseur sur Velasco pour peut-être se débarrasser des compagnons d'échappée, même s'ils ont l'air forts. Et peut-être aussi résister, on verra. Hein. En tout cas, ça prend aucun relais du côté d'Almeida, de Ciccone, de Heudebroek. Ils prétextent, quand on va déplacer la souris sur la petite image rouge, là, ils prétextent qu'ils attendent le retour d'un coéquipier mieux placé au général. Tu parles. Ils vont jouer leur chance, oui. Et par contre, ils nous en fument pour pas prendre de relais, quoi. Donc Tejada va très très logiquement se relever une fois qu'il aura apporté tout ce qu'il avait à donner à Velasco, qui va essayer d'y aller. Ah, dommage, attaque dans mon dos, et mince. Voilà, tiens, pour une fois que je vais regarder si tout va bien en bas, je me fais surprendre. Et là, je vous le spoil très facilement, on ne reviendra plus jamais. On n'a pas ce qu'il faut en magasin avec Velasco pour pouvoir réagir. Tiens, voilà, heureusement, hop, Tejada, il peut protéger un petit peu son leader. Ça roule fort, hein. C'est UAE, hein. De toute façon, on s'en doutait, hein. UAE qui roule. Velasco, c'est perdu, mon grand. Hein. Au moins, t'auras pris les points, mais par contre, t'auras pas grand-chose. Heudebroek semble fort. Enric Mas également. Ciccone, Almeida, ça va se jouer à 4, hein, l'histoire. Et puis surtout, nous, on est un peu en difficulté parce que ça attaque
Ça attaque furieusement. Et honnêtement, je sais pas quoi faire pour, euh, pour réagir sans paniquer. Objectivement, il n'y a rien à faire. On rentre dans le dernier kilomètre. Les favoris se sont mis un petit peu à accélérer. Œil de Brooks avait gagné l'étape, mais entre favoris, c'est Pogacar qui va gagner le sprint devant Roglic. Vingegaard aura bien résisté. Puis nous, on est au niveau d'O'Connor, quoi. C'est pour situer un petit peu les choses. On arrive en même temps que l'Australien, Romain Bardet, pas loin, Carlos Verona, Ayuso. Bon, Ayuso, c'est parce qu'il a énormément travaillé. Quand il aura sa propre équipe, ce sera plus comme ça. On pourra plus lui demander comme ça de se sacrifier. Et donc, le coup parfait, joué par la Visma, qui a perdu le tour, hein, avec Vingegaard. Hein. Elle a clairement perdu le tour. Mais par contre, elle chasse les étapes. Et ça, c'est plutôt pas mal joué d'envoyer comme ça le jeune, on peut l'appeler grimpeur, coureur de tour, Œil de Brooks, chercher comme ça cette magnifique victoire. Ok, on est passé du coup 4ème, Carapace nous a sauté pour 2 petites secondes, et c'est difficile, hein, parce que moi je peux rien faire, hein. Au niveau du général, c'est très très compliqué. Velasco a mis une énorme option sur son maillot à pois. On va en parler juste après. Evenepoel s'annonce comme maillot blanc. Mais attention, hein, peut-être rébellion de Rodriguez sur la prochaine étape. Prochaine étape, c'est cet enchaînement de 4 cols, dont 3 qui sont des cols très fréquemment utilisés comme arrivée lors de l'étape Rennes de Paris-Nice. Donc ça arrive aujourd'hui à la Couillole, mais il y aura d'abord le Turini en deuxième ascension du jour et la Colmiane en troisième ascension du jour. Donc c'est compliqué. On va là encore essayer de s'échapper. Pourquoi est-ce que je dis que Velasco a probablement posé ses mains sur le maillot à pois? C'est en fait, vous allez avoir 10 points à chaque endroit. Voilà. 10 points, 10 points, 10 points. Ça veut dire qu'au maximum, le gars qui valide tout, il en prend 40, quoi. Donc, si on arrive ne serait-ce qu'à marquer une partie des points, avec l'avance qu'on a prise, on sera bon. Donc voilà, peu d'inquiétude. Il n'y a pas de hors-catégorie en fait sur cette étape-là. Hein. Il n'y a ni de Galibier, ni de Tourmalet, ni de Bonnette. Hein. Voilà. Donc, on est échappé, vous l'avez vu. Velasco et Tejada continuent à faire un excellent travail ensemble. Puis derrière, Lutsenko, il regarde un petit peu ce qui se passe. L'échappée commence à prendre un peu de volume. De temps là d'avance. Enric Mas qui lâche. Il y a Jane Lee, il y a Dylan Van Baarle, il y a Lennart Van Eetvelt, il y a Nelson Powless, il y a le petit Leknesund là qui est très intéressant de Uno X. Bref, on finit le col de Brosse en défaillance. Cam allait marquer 10 points, voilà qui est fait. Et je crois que ça devrait quasi sceller définitivement les débats. Ouais, c'est le cas. C'est le cas. On peut plus nous prendre le maillot à pois, il suffit juste de rentrer à Nice. Donc c'est déjà une bonne chose, au moins on n'aura pas tout perdu. Et maintenant il faut se battre pour le général, voir s'il y a une opportunité pour l'un des deux hommes à l'avant, la victoire d'étape, qui sait. Mais ce qu'on ne sait pas, au moment d'attaquer le Turini, c'est est-ce que les principaux leaders ont décidé de s'asseoir sur la victoire d'étape, ou est-ce qu'à un moment donné ils vont mettre en route et ils vont revenir sur cette échappée qui pour autant là possède 7 minutes d'avance, hein, c'est pas mal, hein. C'est une étape courte, il n'y a pas un mètre de plat, et c'est soit de la descente soit de la montée. Alors, je rigole un peu, mais c'est presque le cas. Van Eetvelt et Mentis qui lâchent, logique. Van Eetvelt paraissait spécialement mal préparé sur ce Tour de France. J'espère vous montrer autre chose quand je jouerai avec l'Auto Destiny. Tiens, ça craque conjointement pour plusieurs coureurs, Kostju, Van Baarle. Seul Leknesund a résisté
Et hop là, on va voler un peu les points. Si c'est Tejada et Velasco qui les prennent, ce sera pas quelqu'un d'autre. Voilà, bon, c'est réglé. Le maillot à poids, c'est fini. On est passé en tête des 2 premiers cols de la journée. On était passé en tête de la Bonnette la veille. On a validé ce qu'il fallait. 2e position à Vars aussi. Bref, ça va. On va attaquer le col de la Colmiane. Maintenant, après avoir fait un peu boire tout le monde, j'ai des fois des problèmes, moi, de ravito. C'est-à-dire que dans certains enchaînements, comme dans cette étape-là d'ailleurs, quand, comme vous le voyez ici, la Visma commence à accélérer, j'ai beaucoup de mal à m'organiser pour ravitailler. Pourquoi ? Principalement parce que les descentes ne suffisent pas au ravitailleur pour revenir sur les gens qu'il doit ravitailler. Ouais, parce qu'en descente, c'est pas facile de dépasser, vous l'avez déjà remarqué sur PCM, ou alors il faut diriger manuellement le gars, mais à ce moment-là, il peut pas porter des bidons, puisque quand ils sont en ravitaillement, ça se fait automatiquement. Bref, Velasco lâche Leknesund dans les derniers kilomètres de la Colmiane. Tejada s'est relevé, pourquoi ? Parce qu'il y a le feu. Il y a le feu à Lutsenko, qui est sans soutien, il est au plus mal. Il va heureusement pouvoir ravitailler Lutsenko qui est limite il est dans le désert, quoi. Le mec, il a trop soif, ça va plus du tout. Mais surtout, il y aura donc potentiellement 2 coureurs pour protéger Lutsenko dans la dernière ascension du jour. C'est le col de la Couilleule, bien sûr. Oui, je dis 2 parce que si je vois que ça revient de manière un petit peu trop pressante de l'arrière, à ce moment-là, on n'hésitera pas à relever Velasco. Et malheureusement, ça va revenir. On voit bien que le travail, l'essentiel en tout cas, est assuré par un Visma et par Carlos Rodriguez un petit peu avant, là. Ce qui fait que notre tentative d'échapper, elle est strictement vouée à l'échec. Tout comme celle d'ailleurs de Hindley, de Kostyo et de Leknesund. Hein. Ils vont être avalés de la même façon. Quand ça commence à accélérer, franchement, que ce soit les UAE qui avaient pas décidé de prendre l'étape. Hein. Bon, maintenant, du coup, comme il y a regroupement, les mecs reviennent travailler. Mais ils viennent aussi travailler parce que c'est sorti. Vous l'avez aperçu. Vingegaard, Thomas, Carapaz, Yates. Il n'y a que Thomas qui n'est pas dangereux au général. Les 3 autres peuvent l'être, éventuellement, pour Pogačar, même s'il a un petit matelas sur ces gens-là et que le seul danger réel, c'est Roglic. Et donc, c'est comme ça que nous, on va se retrouver de nouveau à souffrir, sans rien pouvoir réellement faire. Hein. Vous voyez, je n'ai aucune capacité à peser sur la course par de la stratégie dans ces moments-là. Chaque action que je peux faire amènera tout de même au même constat, à savoir, on s'accroche aux branches et on fait ce qu'on peut, quoi. Voilà. Puis on attend l'an prochain d'avoir un leader quand même un petit peu plus fort. Il n'y a rien contre Lutsenko, vous savez que je l'adore. Mais là, pour le coup, on peut pas faire mieux. Vingegaard, il a 84 ou je sais pas quoi en montagne, là. Pogačar, c'est pareil, il a des notes surhumaines. Roglic, un petit peu plus humain, il fait plaisir, lui. Mais bon, voilà, c'est injouable. Carapaz aussi, il est plus humain. Et franchement, il fait un super Tour de France. Evenepoel a encore une fois un peu craqué par rapport au tout meilleur. Simon Yates nous fait un sprint alors que le mec était en défaillance. Ça aussi, c'est pareil. Hein. Il va falloir m'expliquer un jour pourquoi ce truc-là existe. Bon, bref, on s'en fiche. On a limité la casse. C'est ça qu'il faut voir. On a limité la casse. On est parti une nouvelle fois en échappée pour rien. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Et 2e jour d'affilée où la Visma prend l'étape avec cette fois-ci Vingegaard himself. Le mec quand même tient à sauver l'honneur sur la fin de ce Tour de France. Ok, il s'est fait ouvrir en 2 et il fera pas le doublé avec le Giro. En même temps, qui avait imaginé que, géré par l'ordinateur, Vingegaard après le Giro puisse taper Pogačar sur le Tour. En tout cas, pas moi. Et nous, on rétrograde 6e, hein, mais bon, il n'y a pas mort d'homme.
Maillot définitivement acquis pour Velasco. Ok, très bon, ça va, il n'y a pas besoin d'en parler. Les points, c'est depuis longtemps réglé pour Jonathan Milan, bien ouais. Et sinon, il y a l'ami Evenepoel qui a creusé sur Sjael Mose avec Rodriguez qui a complètement craqué. En même temps, le mec a trop travaillé dans la dernière montée. Voilà, dernière étape, on y est déjà. Donc, contre-la-montre individuelle, Monaco-Nice, arrivé sur la prom, et départ de Monaco. Je crois que ils ont pris, il me semble, le départ un petit peu aux alentours de la ligne d'arrivée du Grand Prix de Monaco de Formule 1, mais peut-être que je dis une grosse bêtise. Alors, en tout cas, on est passé sous le tunnel que vous reconnaissez, les gens qui ont déjà... un peu le cas de tout le monde, hein, qui a déjà vu un jour le Grand Prix de Formule 1 de Monaco, non plus dans sa vie, quoi. Tejada est à regarder parce qu'il a un beau profil, il est capable de nous sortir un temps très correct. Velasco aussi. Au final, le trio Tejada, Velasco et Lutsenko aura été quand même vachement valeureux, quoi, sur ce Tour de France. Ils ont des notes qui sont intéressantes, qui permettent de faire pas mal de choses, surtout quand on est bien préparé, avec la bonne forme du jour, avec donc toute la planif qui a joué son rôle. Donc, j'ai adoré le Tour de France de Tejada. Il a commencé prudemment et il a terminé sur les chapeaux de roue. J'ai envie de me projeter vers l'avenir avec cet homme, avec Juan Ayuso, qui honnêtement me donne envie d'attaquer la saison prochaine le plus vite possible, tellement j'ai envie de laver l'affront et de me venger de ce que j'ai subi sur ce Tour de France. Je rigole, hein, ça va. Y a pas mort d'homme non plus. Hein. Et donc, voilà, Lutsenko, moi j'ai beaucoup aimé aussi. Il fait un super tour. Une victoire d'étape. 7e place. 6e, 5e, 8e, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que le mec est aux environs, il fait entre top 5 et top 10, c'est raisonnable. Prend un peu cher sur les intermédiaires. C'est la dernière fois, en fait, hein, je pense que je vous propose Lutsenko, leader sur le Tour de France. Puisque après, ce sera... Voilà, il y en aura d'autres qui joueront ce rôle-là. Il a 31 ans. On le re-signera, bien évidemment. Et plutôt 2 fois qu'une. Mais après, voilà, il aura un rôle qui va évoluer. Il ne sera plus le leader de cette équipe-là. Ouais, j'ai juste envie de ne pas me faire humilier par Evenepoel. Et que Remco ne nous rattrape pas, mais ça va. Ça va. Il y a des belles notes, équilibrées. Par contre, il est surpuissant nulle part, à part peut-être en endurance, parce que la note baroudeur, elle compte pas vraiment. Regardez, hop, ça va, il perd qu'1 minute sur Adam Yates. Par contre, Remco, ouais, c'est à peu près le même temps que Yates. Regardez, Vingegaard, peut-il, là encore, gagner l'étape? Parce qu'il est pas mal, hein, en fait, sur la fin. Hein. Oui, bravo. Il a mis 1 seconde à Remco. Carapace, en revanche, je pense que Lutsenko peut le battre sur ce contre-la-montre-là, regardez. C'est ce qui va se produire. Lutsenko était à 1,05, je crois. Et ça va, il aura repris quand même plus d'une dizaine de secondes à Carapace. Mince alors. On n'a pas tout perdu. Roglic, qui ne gagnera pas le Tour de France, clairement. C'est Poggi. Et en plus, Poggi, regardez, hop là, il prend même cette dernière victoire d'étape. Il a mis les choses au point. Il gagne même le contre-la-montre final. Même s'il a eu l'élégance de laisser l'étape 20. Pas comme dans la réalité, lol. Bon, voilà. Donc, Pogačar, grand vainqueur. Qui en doutait? Pogačar, Roglic deuxième. Vingegaard à plus de 4 minutes. Hein. Carapace 4, Remco 5, Yates 6. Pour une poignée de secondes. Lutsenko 7. Et O'Connor, bien joué. Sjael Mose. Et Carlos Rodriguez qui a quand même un peu craqué sur la fin. Ok, c'est un beau top 10. Tout ça. Et puis le reste, on était déjà au courant. Je me suis battu pendant tout le Tour de France pour avoir ce maillot à pois. Donc on va quand même la garder, l'image.
parce que ça a été beaucoup de stratégie quand même. On a beau dire. Beaucoup de sacrifices aussi des équipiers. Et somptueux aussi pour Jonathan Milan, qui aura terrassé Van Aert et Philipsen et aura acquis de haute lutte ce maillot vert. Félicitations, Lidl Trek fait un très beau Tour de France, sans Pedersen, il faut le préciser. Et puis Remco peut s'enorgueillir du maillot blanc. C'est quand même pas rien. Mine de rien, il y avait petite lutte quand même avec Sciel Moseux et Carlos Rodriguez, donc bravo. Donc bien joué Remco, en plus il fait top 5, ça va. Il était quand même globalement au rendez-vous. Et puis pour le général par équipe, c'est le team UAE qui s'impose. Voilà, le Tour de France est terminé. Il me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. On va s'occuper de l'avenir, hein, vous en doutez. On va basculer vers très rapidement la fin de saison. On a accompli à peu près tout ce qu'on avait à accomplir, excepté la période de transfert, hyper importante, et bien plus tard le Tour de Lombardie, qu'on n'oublie pas, et sur lequel on arrivera avec les dents qui rayent le parquet. Voilà. Je vous dis à plus pour un nouvel épisode Astana. Bye bye. Et puis d'ailleurs, Astana, plus pour très longtemps. Bye bye, ciao.